Voyons tout de suite l'ardoise pour notre sommaire. Nos mémoires du zinc seront consacrées ce soir à Jacques Higelin. Pour Décalage, Cartouche nous parlera de la fièvre du samedi soir. Jean-Luc Moreau, dans notre séquence ping-pong, répondra à une critique de Jacques Nerson à propos de la pièce qu'il met en scène actuellement au Théâtre de la Michaudière, Délit de fuite. Francis Perrin nous dira sa passion pour Ava Gardner, tandis que Monica Bellucci nous livrera son journal très intime. C'est Maxime Martin, l'humoriste canadien, qui assurera la performance de notre fin d'émission. Et je lui offrirai un livre que j'ai particulièrement aimé ces derniers temps. Voilà, maintenant que vous connaissez le sommaire de notre émission, rejoignons Jacques Higelin pour ses Mémoires du zinc. Ce soir, nos Mémoires du zinc sont consacrées à Jacques Higelin. Jacques Higelin qui avait, semble-t-il, disparu depuis 8 ans. Enfin, c'est ce que certains pensaient, mais vous verrez que ce n'est pas du tout le cas. Et il revient avec un nouvel album, que je crois être le 15e, c'est Amor Doloroso. Alors, Amor Doloroso, sorti le 20 novembre, petite ardoise chez EMI, et vous êtes en tournée à partir de janvier, et au Bataclan du 6 au 10 mars. Est-ce que tout ça est bon? Oui, c'est OK. Ça ira. Ça ira. Bon, Jacques Higelin, bonsoir d'abord. Bonjour, ça va? Alors je repose ma petite ardoise. Alors j'ai commencé en disant que vous aviez disparu. C'est faux, vous étiez dans une longue tournée. Alors qu'est-ce qui vous a fait revenir à l'écriture en fait? Mais j'ai jamais cessé pendant que j'étais pas absent, j'étais ailleurs. J'étais sur des scènes un peu partout en France et dans le monde d'ailleurs. Je sais pas, je faisais plein de choses, quoi. Je vivais, je continue à vivre. D'ailleurs, je parle au passé comme si j'étais mort, pas du tout. Je vis et donc des fois on n'apparaît pas, mais on continue. Je sais pas, on s'éclate, on vit, on rencontre des gens, on fait de la musique, on chante. Moi j'ai envie de savoir, parce que Higelin se dit mais j'ai pas expliqué ce que je fais, mais il faut que Jacques Higelin comprenne que les gens l'aiment et ont envie de savoir. Je lui dirais. C'est mon cas. Non mais lui, dites à Jacques Higelin que cette curiosité-là est une curiosité d'amour. Voilà, c'est ça que je voulais. Oui, je lui dirais, ça lui fera plaisir. Voilà, je l'espère. On va donc essayer d'en savoir plus sur Jacques Higelin à travers donc ces oui, ça m'intéresse. Oui, mais en savoir. J'ai l'impression que Jacques Higelin a un dialogue avec Jacques Higelin. On va essayer de le nourrir. Je ne suis pas schizophrène. Alors, figure libre. La figure libre est incarnée par cette petite, danseuse sur son petit miroir. Et ça vient de chez qui? Chez Walt Disney ça non, c'est une mignonnette trouvée dans un... Ça fait un peu très Walt Disney, ouais. Alors notre petite danseuse de Disneyland va vous donner l'occasion de traiter un sujet dans l'actualité dernièrement qui vous a soit irrité, soit sur lequel vous avez envie de parler. Quel sujet vous avez choisi? Quand j'étais revenu de l'album, c'était Cachan. Cachan, où j'étais passé voir parce que j'ai trouvé incroyable qu'on traite aussi légèrement la vie de famille, d'enfants, de gens qu'on avait délogés. Et j'ai trouvé ça particulièrement révélateur de la politique qu'on nous prépare. C'est pour des Je parle d'un truc qui m'a vraiment choqué, où je me suis dit, tiens, humainement, est-ce qu'on serait tombé dans un... Ça vous a surpris? Dans un tel égoïsme qu'on s'en fout quand des enfants, sous prétexte, je sais pas, peut-être parce qu'ils sont africains d'origine, mais en fait, c'est des Français. Oui. Et ça me choque d'autant plus que je voudrais bien qu'on accepte enfin, à un moment donné, de reconnaître comme Français les gens qui habitent, qui travaillent, qui essayent qui apprennent la langue et qui, à un moment donné, font partie de notre pays, quoi. Alors, ou de la terre, en tout cas. Tant qu'on n'a pas fini par virer les frontières et laisser les gens chez eux, c'est-à-dire sur Terre. Vous disiez quand même dans votre commentaire, vous disiez par rapport à une politique qu'on nous prépare. Quand on dit qu'on nous prépare, c'est-à-dire qu'on va voter. On va voter dans 2007. Mais qu'on propose. Et justement, moi, c'est des bases comme ça qui me motivent. C'est-à-dire, en partant des gens les plus en difficulté, est-ce qu'on bâtit la politique à partir de ça? Ou est-ce qu'on bâtit la politique à partir d'une idée
de gains économiques, c'est-à-dire le pognon, quoi, qui mettent plein de gens sur le carreau. Bon, c'est tout. Oui. Après, les candidats au pouvoir, à l'élection, à la présidence, pour l'instant, j'ai du mal à discerner quelqu'un qui est la carrure pour arbitrer, parce que je pense qu'un président, c'est un peu ça, quelqu'un qui essaye pas d'allumer des conflits, mais de les résoudre, et puis aussi de partir des plus démunis pour essayer d'aider les gens par des lois adéquates pour qu'ils puissent vivre, se loger, se nourrir décemment. Je crois que ma petite danseuse de chez Disneyland a l'air contente et elle considère qu'elle a sa réponse. Merci en tout cas, Jacques Higelin. Alors, ping-pong, c'est une séquence qui est matérialisée par cette petite balle de ping-pong qu'on donne à notre invité. Ça le déstresse en général, si d'aventure il le thème, mais vous l'êtes pas. Donc cette balle de ping-pong, elle est là pour essayer de vous faire vous souvenir et vous exprimer sur un article ou quelque chose qu'on aurait dit de vous qui vous a heurté, choqué, vous avez trouvé injuste et sur lequel vous aimeriez revenir. J'ai le souvenir d'un truc qui m'a fait marrer surtout. J'avais joué à un festival en Italie, à Venise. Et puis je vois un article le lendemain dans un journal italien. Et comme je ne comprenais pas, j'ai demandé à... D'ailleurs, une fille, je crois, qui était assez belle et qui était gracieuse et qui me dit « Je parle français, je peux vous traduire l'article ?» Et elle déchiffrait tranquillement tout l'article qui me démolissait, mais grave. En restant charmante? En restant... Là, ils disent... Attendez, j'arrive pas à lire bien. Ils disent « Oui, ce type très minable... qui croit qu'il est bon alors qu'il est, quel est le mot exact, alors qu'il est ridicule, c'est ça qu'ils disent. Et elle traduisait avec une énorme bonne foi, pas du tout de méchanceté, un article qui m'abattait, qui me dégommait grave. Et j'ai trouvé ça extrêmement marrant, quoi. Oui, c'est ça, ça génial, avec elle, mignonne et gentille, voulant rendre service. Et puis à la fin, ils ont dit qu'il retourne chez lui, on n'a pas besoin de chanteurs aussi français, aussi nuls. Et elle m'a regardé et dit, voilà, je pense que j'ai traduit à peu près, qu'est-ce qu'ils disent. J'ai dit, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir. En effet, ça... Ça, j'ai trouvé ça très bien. Oui, de toute façon, j'ai lu déjà des trucs... Des fois, c'est peut-être mérité aussi, des fois, on n'est pas bon. Voilà, c'est tout. Ça aide parfois? Il y a des critiques qui aident? Ben, de toute façon, on ne lit jamais que les questions qu'on se pose soi-même quand on cherche, quand on crée. Merci à cette charmante traductrice italienne de vous avoir évoqué ce souvenir. Ah, passion d'auteur. Donc la passion d'auteur, alors on utilise un miroir. De qui avez-vous envie de parler? Il y a Romain Gary que j'aime beaucoup. Il y a... Tiens, tout simplement, des fois, des livres qu'on lit. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelque temps, extraordinaire, d'un homme qui s'appelle Stéphane Haudeguy. Oui, Stéphane Haudeguy. Est-ce que c'est Fils unique? Ou alors c'est la théorie des nuages? La théorie des nuages. La théorie des nuages. Mais j'ai trouvé ça magnifique. L'écriture magnifique. Tout ce qu'il raconte, je le dirai à tout le monde parce que ce livre, je le défends vraiment pour les gens. J'ai envie de le faire connaître. Parce que c'est un livre merveilleux. On peut lui prédire un grand avenir littéraire. C'est un grand écrivain. Alors, Romain Gary, c'est intéressant parce qu'il a quand même dessiné. Pourquoi vous aimez Romain Gary, qui est très différent de Stéphane Haudeguy? Il m'apporte beaucoup sur la connaissance de l'homme, sur l'humanité, avec ses travers, avec les clowns lyriques, quoi, c'est ça. Et puis des tas d'autres bouquins, Les promesses de l'aube et tout ça. Oui. Comme Marguerite Duras, que j'aime profondément aussi. Et puis le dernier disque de Brigitte Fontaine, ça s'appelle Nouvelles de l'exil, c'est des nouvelles, et c'est absolument magnifique. En tout cas, on retient l'album, on la recevra avec plaisir, avec plaisir ici pour ce nouvel album, on ira y voir. Ouais. Merci pour cette passion d'auteur. Journal intime. Alors le journal intime, petite caméra, cette caméra que je vous remets, vous êtes en charge avec elle de nous emmener dans un endroit ou dans un moment
Mais est-ce que vous pourriez, moi j'ai un souvenir, vous avez participé à une sorte de radio-crochet en fait, ou de concours de chant, et grâce à ce concours, vous avez gagné un voyage. À Nice. Voilà. Ouais. C'était la première fois que vous voyiez la mer. Je suis parti avec ma mère parce que fallait que j'aille avec une adulte. J'étais adolescent, enfant, quoi. Et là, j'ai découvert ma grand-mère maternelle, où ma mère n'avait plus revu sa mère depuis des années. Et je me revois, on a retrouvé l'adresse par quelqu'un, je ne sais plus quoi, avant de partir, puisqu'on avait su que j'avais gagné le concours. Et je suis monté au 4e étage, et je lui ai dit, elle m'a dit, écoute, j'ai pas envie d'y aller, elle avait peur, ma mère. Et j'ai dit, mais moi je vais y aller, je suis son petit-fils après tout. Je suis monté, j'ai frappé à la porte, il y a une femme âgée qui m'a ouvert, qui m'a dit, qui es-tu mon petit garçon, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je suis votre petit-fils. Elle m'a dit, ça l'a tellement secoué, quoi. Elle dit, mais elle avait l'accent belge, en plus elle dit, où elle est ta mère? Je dis, elle est en bas. Mais dis-lui de monter. Elle était secouée, quoi. C'était beau, parce que finalement, grâce à ce concours, elles se sont revues, elles se sont réconciliées. Et est-ce que vous êtes très familier? Est-ce que vous avez des relations avec vos parents, vos grands-parents? Enfin, je ne sais pas si... Familier. J'ai des relations avec mes enfants, bien sûr. Vous avez un fils comédien, un fils chanteur et une fille chanteuse. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en arrivant, j'écoute la radio et j'entends Arthur qui chantait, comment ça s'appelle, Adieu tristesse. Et je me régalais, je disais, mais je l'adore. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que je l'aime en tant qu'artiste aussi. Et bien en fait, très honnêtement et avec du recul, j'aime mes enfants, j'aime ce qu'ils font aussi. Alors j'ai de la chance parce que, admettons que je les aime et puis que j'aimerais pas ce qu'ils font, ça changerait rien, je les aimerais quand même. Mais j'ai de la chance qu'en plus je suis fier d'eux, quoi. Et est-ce qu'ils se réunissent, les Higelins? Est-ce qu'il y a des Noëls, des choses de Tiens, ce Noël, on devrait le faire, ouais. Ouais, Enfin, ce serait bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça. Je crois qu'à partir de ce journal intime, donc prenez l'engagement, là, regardez face à la caméra, voilà, et informez vos gosses que, vos enfants, qu'à Noël, on se voit. Ouais, je vous donne rendez-vous, soyez sympa, mais avant que papa il soit trop vieux, et grand-père, avant qu'il puisse plus vous voir. Non, mais c'est pas de leur faute, eux, ils demandent pas mieux. Bon. C'est moi, des fois, je suis pris et tout. Bon, en tout cas, la carte postale a été envoyée. Je voudrais rappeler l'album Amor Doloroso. Doloroso, ça se prononce. Amor Doloroso. Tourné à partir de janvier et au Bataclan Du 6 au 10 mars à Paris, ouais, au Bataclan. Jacques Higelin, bah, en tout cas, merci. Moi, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi. N'oubliez pas, à Noël, les Higelin en famille. Ah, oui, si c'est possible, ça serait bien. Bah, merci. Jacques Higelin, merci. Dans notre séquence décalage, Cartouche nous parle de La fièvre du samedi soir. La fièvre du samedi soir, le film de John Badham, date de 1977, bientôt 30 ans. Et la fièvre n'est toujours pas retombée. Combien d'entre vous, dès qu'ils entendent un des tubes des Bee Gees, de la bande originale, se prennent pour Karen Lynn Cornet ou John Travolta? Il suffit de faire ça. Et la fièvre remonte. Et ça ne va pas s'arranger. La fièvre du samedi soir paraît en DVD chez Paramount Home Entertainment. Cartouche avait 10 ans quand est sortie La fièvre du samedi soir. À cette époque, au lieu de jouer au foot avec ses copains, il travaille la danse classique en cachette de ses parents. Même si aujourd'hui, Cartouche a délaissé la barre pour les planches ou les plateaux de cinéma, comme dans Ouf le prof, qui est sorti en vidéo, il rend hommage à tout ce que la danse lui a apporté. Ce qu'il résume par un proverbe en forme de philosophie: quand tu danses comme un crabe, tu finis misérable. Quand tu danses comme un dieu, elle finit... Bon, enfin, vous verrez. Staying alive, staying alive. Grâce à la danse, j'ai pu gagner ma vie. Grâce à la danse, j'ai pu séduire des filles. Grâce à la danse, j'ai pu séduire une fille dont j'étais amoureux. Grâce à la danse, j'ai pu danser avec plein de personnes. Grâce à la danse, j'ai pu danser avec des gens que je ne connaissais pas. Grâce à la danse, j'ai pu
on fait plein de choses avec la danse. Si tu danses comme un crabe, tu finis misérable, alors que si tu danses comme un dieu, elle finit dans ton pieu, ça c'est sûr. La fièvre du samedi soir, c'est un film de 77 de John Badham avec John Travolta qui joue le rôle de Tony Manero, un fils d'émigrés italiens qui travaille dans un magasin de couleurs et qui, tous les samedis soirs, se prépare à danser parce qu'il adore le disco. C'est l'époque du disco. Son père l'ignore complètement, ne prend pas goût à la passion de la danse. Donc c'est un petit peu le côté un peu machiste de l'époque. Faut bosser, point barre. Tu sais combien de fois dans ma vie on m'a dit que j'étais bon? Deux putains de fois, merde. Le patron aujourd'hui? Et quand j'ai dansé à la disco, toi tu me l'as jamais dit. Trop du cul. Bon, c'est l'italien quoi, le beau garçon brun, ténébreux qui danse comme un dieu. Jusqu'au jour, il y a un concours dans sa même boîte, un concours où on gagne, je crois, $500 ou un peu comme ça. Il y a tout cet aspect social qui est important du film, qu'en deuxième lecture. L'horizon est bouché. Il n'y aura jamais personne pour nous donner une chance. Personne ne nous donnera rien. Ouais, les autres ont qu'à crever, chacun pour soi. Baston entre les gangs, non-respect de certaines valeurs, on va dire, humaines. C'est pour ça d'ailleurs qu'il essaye de gagner ce concours avec ses $500 pour s'échapper de ce carcan. Il veut absolument se barrer de là. Et il rencontre Stéphanie, pareil, une jeune fille qui aime danser et qui ils vont tous les deux se préparer un peu à ce fameux bon concours du samedi soir. Il va essayer même d'aller un peu plus loin, de la séduire, elle va résister, elle va même le refuser. Comme il est un peu macho, ça va un petit peu le vexer. Stéphanie, laisse-moi t'accompagner jusqu'à chez toi. Je te l'ai dit, la danse c'est rien d'autre, c'est clair? Oh, ça va, Stéphanie, laisse-moi t'accompagner jusqu'à chez toi. Oh, nom de Dieu, va te faire foutre. En fait, Tony est un danseur animal. C'est pas un danseur avec une technique, c'est plutôt un danseur qui sait bouger, qui sait jouer de sa sensualité et de son corps, qui est plutôt dans le tape à l'œil et dans la frime. Il va être obligé de s'entraîner avec sérieux dans une salle de cours de danse classique avec des mouvements de danse classique. Le jour du concours, ils dansent super bien tous les deux. Mais malheureusement, il y a des couples avant qui dansent et qui sont meilleurs que lui. Et là, à la fin du concours, le patron du concours et de la boîte va donner le prix à Tony et à Stéphanie, mais en fait, il le reçoit très très mal. Écoute, on a gagné! Stéphanie, c'était truqué. On est en famille ici, jamais ils couronneront un métèque ni un inconnu, tu le comprends ça? On a dansé aussi bien qu'eux, Tony, et ça je le sais! Tu déconnes complètement. Ah ouais? Donne. Viens avec moi. Excusez-moi. Félicitations. Tenez, voilà, je voudrais vous donner ça, et puis ça aussi. Je sais que c'est vous qui l'avez mérité. Allez, viens maintenant. Alors, mes mouvements préférés de John Travolta. Très important parce qu'il fait l'affiche, il fait tout. Il se met sur le côté et hop là. Comme le père de Tony, j'ai eu un papa qui n'était pas spécialement pour la danse. Et je me suis retrouvé, moi, à différence de Tony, moi, à me cacher un peu plus à faire de la danse. Et donc, être certainement comme lui, malheureux de ne pas pouvoir partager ça avec son père. D'être comme lui, être obligé d'avoir une passion et de ne pas être soutenu. Hey. Mais qu'est-ce qu'il te prend?
Arrêtez! Attention à la chemise, petite conne! Ça suffit, ça! Le piège aussi donc, dans la danse, et en particulier dans la danse classique, c'est qu'on pense que tous les garçons sont homo. Ce qui est faux. Pour moi, quelqu'un qui danse bien, c'est pas forcément technique, c'est quelqu'un qui est bien dans son corps. Forcément, quand il fait l'amour, il est bien dans son corps. Donc il accepte son corps, celui de l'autre, donc il y a osmose. Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Jean-Luc Moreau pour répondre à une critique de Jacques Nerson à propos de la pièce d'Élite Fuite qu'il met en scène au théâtre de la Michaudière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, metteur en scène prolixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, outre le fait que vous êtes directeur du Théâtre des Variétés. Directeur artistique. Artistique. Combien de spectacles vous mettez en scène actuellement? Combien sont... Actuellement, il y a 5 spectacles. Voilà. Alors, rassurez-moi, on y arrive. On peut mettre tout ça en scène? Non, bah, en réalité, c'est-à-dire que les pièces, elles sortent toutes à peu près au mois de septembre, octobre. Mais bien évidemment, je ne monte pas 5 pièces en même temps. Ce sont des pièces que j'ai mis des fois 1 an et demi à monter et qui sortent à peu près en même temps. C'est comme les bouquins, ça sort pour les prix littéraires. Voilà. Alors, revenons à d'Élite Fuite, cette pièce donc avec Roland Giraud, Elisabeth Bourgine, on va dire tous les gens qui participent, Patrick Zard, Arlette Didier, Pascal Louange et Delphine Depardieu. Qui est la nièce du gros GG. Du gros GG, voilà. C'est une pièce de Jean-Claude Isler. Alors, cette pièce, bon, alors l'idée en gros, il y a quelqu'un qui a été porteur de valise un peu d'un homme politique, et cet homme politique va devenir Premier ministre. Il se dit, tiens, c'est peut-être une occasion de gagner un petit peu d'argent. Donc il lui propose un petit disque dur contre 4 millions d'euros. Et bien évidemment, pour ça c'est l'argument de la comédie, il a besoin d'un appartement qui va... C'est-à-dire que pour que l'échange de la valise se fasse, bon, en haut de la Tour Eiffel, non, parce qu'il y aurait des mecs autour, dans le métro, hors de question, l'hôtel, on est repéré. Donc il décide de trouver un appartement et de squatter pendant quelques heures un appartement. Donc pour rentrer dans un appartement, il faut qu'il trouve un motif. Alors le motif, il fait le plombier espagnol. Voilà, d'où le nom d'Élite Fuite. Alors, voyons ce qui n'a pas plu donc à Jacques Nerson, du Nouvel Observateur, dans votre travail. Bonjour Jean-Luc. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je crois qu'il faudrait quand même dire quelque chose. C'est que pour ma part, en tant que critique, je n'ai jamais été hostile au théâtre de divertissement qu'on appelle à tort ou à raison boulevard. Loin de là. Et j'y prends autant de plaisir que n'importe qui. Et si aujourd'hui j'apparais comme hostile au spectacle que tu as mis en scène, d'Élite Fuite, c'est non pas à cause du genre, mais parce que dans ce genre de théâtre de divertissement, je trouve qu'il n'y a pas... les choses ne sont pas bien faites. Je trouve que ça n'est pas soigné. Lorsque Nerson parle du soin, moi je suis obligé de dire comment le travail se passe. Monter une pièce de divertissement, c'est la chose la plus compliquée qu'il soit. L'année dernière, j'avais monté, avec Roland Giraud, j'avais monté une autre pièce qui s'appelait Un père et père, qui avait fait un énorme succès. La plupart du temps, moi j'étais à la table de régie, avec une pauvre gueule comme ça, parasée, en disant « Attends, recule le siège, recommence, fais voir tomber le verre, non ça marche pas, attends, recommence. » Non, il manque une réplique là. J'ai appelé l'auteur en disant « Est-ce qu'on pourrait pas ?» Donc en réalité, le mot de manque de soins est vraiment le mot qui, moi, me paraît absolument pas approprié, dans la mesure où, au contraire, il y a une obsession, il y a un travail, on en bave pour monter des pièces drôles. Je dis, on semble presque oublier, vous êtes comédien là-bas. Vous avez même 2 premiers prix de conservatoire, non, il faut le dire. Parce que j'étais nommé Molière du meilleur acteur. Voilà, donc, et de metteur en scène aussi. Et cette expérience de comédien vous sert, j'imagine. Bien sûr, je fais voir aux acteurs. Quand je dis je suis à la table de régie, en réalité je ne suis jamais à la table de régie. La plupart du temps je suis sur scène en disant attends, et c'est... Puis comme je suis comédien et certains disent pas trop mauvais acteurs, des fois en leur montrant, les acteurs se disent tiens oui, si on fait ça comme ça peut avoir ou une vertu émotionnelle, une vertu comique. On ne sait pas bien pourquoi cet homme, ce Bervin, se sert de l'appartement de quelqu'un qu'il ne connaît pas, un certain monsieur Leroy. Alors là,
arrivent des plaisanteries d'une bassesse incroyable. Vraiment, moi je pourrais arrêter un instant, pour revenir. On a l'impression quand même que l'argumentation est très centrée sur l'écriture de la pièce, plus que sur votre travail. Oui, on prend un prétexte qui est une armature, qui est une armature forte, c'est ce que dit Nerson, et après on fait basculer la pièce dans un autre genre qui est le vaudeville. Voilà. Des blagues telles que il faut que je cherche le trou, ah ben vous ne devez pas avoir de problème, vous devez avoir l'habitude. Ça, c'est une phrase qui n'est pas dans la pièce. Enfin bon. Il y a un public qui se tord de rire à ça, mais est-ce que c'est vraiment souhaitable, là, vraiment? Alors là, le problème de savoir si le public se tordant de rire à tort ou raison, moi, ça, c'est pas mon métier de... Tu sais, quand on monte des spectacles, enfin moi, quand je monte des spectacles, d'une part, le problème de savoir si la critique va aimer ou pas, je dirais que ça n'est plus mon problème depuis quelques années. Parce que j'étais trop affecté par les critiques qui étaient mauvaises, et j'étais... En tant qu'auteur ou en tant qu'acteur, metteur en scène, auteur, toujours. Alors, quand une critique est bonne, j'ai tendance à croire que c'est vrai. Et quand elle est mauvaise aussi. Vous avez cette faiblesse, comme on dit. Je suis très faible par rapport à ça. Et par ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant, malheureusement, l'impact des critiques n'est plus du tout le même. Avec Internet, c'est le public qui devient critique. Car les places que nous vendons nous, actuellement sur tous les sites, ce sont des gens qui disent... Le bouche à oreille sur Internet. Et donc, Nerson, il est ramené à la situation d'être un spectateur, finalement, parmi tant d'autres. Très, très bas de gamme. Alors, malgré le talent de Roland Giraud, le talent comique, qui est vrai, qui est certain, malgré le talent de ses partenaires, c'est très bâclé. On se dit que on peut revenir sur le... Il faut le signaler. Il tient bien la boutique, quand même. C'est-à-dire que Roland, il me fait penser à ces acteurs comme Fernandel, comme De Funès, comme, je prendrais quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, Michel Leb, qui sont ce que j'appelle des vendeurs. C'est-à-dire ce sont des gens, lorsqu'ils sont sur scène, ils ont une rage de convaincre, une rage de jouer, et c'est vrai que c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire au spectacle. Roland est capable de vendre des choses... N'importe quoi, vous voulez dire presque. Presque, c'est pas n'importe quoi, mais je crois qu'il doit aider beaucoup. Parce qu'on a l'impression qu'on ne craint rien. J'ai l'impression quand on joue avec Roland Giraud pour les autres... On ne craint rien, c'est exactement, vous avez raison. Je pense qu'il y avait moyen vraiment de faire mieux, et j'espère que... Je sais que tu montes énormément de choses à la fois, mais là je pense que tu devrais faire preuve d'un petit peu plus de... Alors, donc Jacques, je ne monte jamais qu'une pièce à la fois. Jamais je ne monte autre chose. Éternellement, voilà, je te souhaite, d'autant plus que tu es un très bon acteur toi-même. Ça c'est vrai. Je regrette de ne pas te voir jouer plus souvent. Et je pense que même comme metteur en scène, tu pourrais quand même sélectionner un petit peu ce que tu montes là vraiment, tu vises un peu bas. Alors, on a l'impression qu'il y a quand même, vous connaissez bien, est-ce que dans la critique vous puisez des éléments? Là vous m'avez dit tout à l'heure, vous nous avez dit que le critique devenait un spectateur parmi tant d'autres, mais est-ce qu'il reste quand même un aiguillon pour vous? Non, mais bien sûr que ça serait intellectuellement malhonnête de ma part de ne pas être sensible à la vie d'un garçon comme Nerson. Je peux en même temps comprendre son désappointement, mais en même temps, là où je ne l'accepte pas, c'est qu'encore une fois, je pense qu'il faut savoir exactement quelle est la nature de ce qu'on est en train de voir et à quoi on est en train d'assister. Et le problème du genre, est un problème qui est très important. Et de pas de mettre, si vous voulez, pas de mettre les mauvaises lunettes pour voir parce qu'on le voit flou si on n'a pas la bonne lunette. C'est ce qu'on va dire aux futurs spectateurs. Allez au Théâtre de la Michaudière, d'Élite Fuite, mise en scène par le très prolixe Jean-Luc Moreau. Merci encore. Bonne soirée. Francis Perrin nous fait partager sa passion pour Ava Gardner.
Si c'était à refaire, je ne vois pas ce que Francis Perrin changerait à sa carrière. On le sent tellement heureux sur scène, comme sur celle du Théâtre de la Renaissance en ce moment où il joue, si c'était à refaire, la comédie très réussie de Laurent Ruquier. Vous me direz, il n'est entouré que de charmantes comédiennes, notamment Bernadette Lafont et l'étonnante Virginie Lemoine. Francis Perrin y interprète un chirurgien esthétique loufoque avec cette énergie et ce plaisir que l'on retrouve également dans le coffret de 3 DVD, Le théâtre de Francis Perrin chez Paramount. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que la grande Ava Gardner changerait à son destin? Rien. Elle est immortelle. Pas pour ses talents de comédienne, c'est elle qui le disait, mais surtout grâce à sa beauté. Ava Gardner est considérée comme la plus belle femme de l'histoire du cinéma. Francis Perrin, partenaire de Ava Gardner. J'imagine qu'il en a rêvé. Mais je me pose une question. Est-ce que devant elle, il aurait bafouillé? Je crois pas. Parce qu'Ava Gardner, pour moi, c'est un mythe. Bon, d'abord, mais c'est devenu quelque chose, pas dans l'adolescence, quand je suis allé voir les premiers films, que j'ai découvert, La Comtesse aux pieds nus, Pandora, j'ai pas eu cet émoi d'adolescent comme j'ai pu avoir avec Gina Lollobrigida dans Notre-Dame de Paris ou dans Fanfan, La Tulipe avec Gérard Philippe. Bon, là j'ai eu un choc en disant c'est la beauté extraordinaire, la vraie beauté, voilà la femme idéale. Et pour moi c'est la femme idéale. C'est en plus pour moi devenue amie parce qu'elle est à la fois distante, mais en même temps on la sent fragile. Très proche, moi je connais toute son histoire. Bon, elle est née en Caroline du Nord en 1922 et elle est arrivée à Hollywood. Bon, on l'a considérée comme une petite starlette de rien du tout. Elle a été créditée de très peu de rôles muets enfin, dans les films. Et puis il y a eu Les Tueurs en 1946 de Robert Siodmak et là elle crève l'écran. Elle apparaît, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui représente cette grande brune sculpturale, avec des formes pas trop maigres en plus, pulpeuses, et en même temps avec une distance, un air hautain, mais quelque chose qu'on a envie de protéger. Elle est sauvage aussi à la fois, elle a une force, elle fait ce qu'elle veut, c'est une femme libre. Elle a des choix, et puis elle se laisse entraîner par la fatalité. Elle tombe sur la première fois, elle se marie avec Mickey Rooney, qui est vraiment, on peut le dire, un petit con. Hein, tu es un petit con. Bon, c'est vrai, et qui d'ailleurs va jouer au golf la nuit de noces. Attends. Nuit de noces avec Ava Gardner, on va jouer au golf. Bon, faut déjà être un peu givré. Bon, mais exit Mickey Rooney. Après, elle tombe sur Artichaut, qui était un clarinettiste remarquable, mais bon, qui est pas à la hauteur, et Frank Sinatra. Alors Frank Sinatra, ça c'est bien parce que ça c'est la rencontre de deux êtres complètement mythiques aussi, puis qui se heurtent, et puis ça pète, hein, et puis c'est merveilleux, c'est une belle histoire d'amour. D'ailleurs, ça restera, mais qui n'est pas simple. Et puis après, elle part en Espagne parce qu'elle aime ça, elle aime les corridas, elle aime cette ambiance, elle aime ce côté sauvage, viril, voilà, comme ça, et elle tombe amoureuse de Dominguín, un des toreros les plus extraordinaires qu'on ait vu, d'une élégance extrême, et ça c'est une belle histoire d'amour. Il y a eu le plus bel hommage qui a été rendu, c'est John Huston, qui l'a fait dans un film qui s'appelait Juge et hors-la-loi, avec Paul Newman, qui joue le juge Roy Bean, et il rêve de Lily Gantry, qui est une merveilleuse comédienne, chanteuse, et qui est représentée par Ava Gardner, qu'on voit très souvent en poster énorme dans son saloon où il rendait la loi. Et à la fin, elle apparaît dans le train, et ça c'est dans les années 70, 72, et on la voit apparaître et descendre du train. La descente du train de Lily Gantry à Ava Gardner, c'est le plus bel hommage qu'un cinéaste ait rendu à une comédienne, et pour sa beauté, et pour ce qu'elle représente, pour nous avoir fait rêver et qui nous fera rêver encore longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Ava Gardner savait qu'elle était cette icône? Parce qu'elle n'a pas entretenu le mystère comme Greta Garbo, par exemple. Non, elle n'avait pas ça. Elle voulait... Je crois qu'elle avait une vie très simple. Hein. C'était une femme très simple et qui a été dépassée par les événements et qui les a plus ou moins gérés, mais qui s'est fait emporter par la fatalité et qui était... Il y avait des films qui la méritaient pas. Hein. Elle méritait mieux que ça.
Elle ne se considérait pas comme ni un mythe, une icône, elle se considérait comme Ava Gardner, et puis vivre ce qui lui faisait plaisir, aller en Espagne, boire, voir des corridas. C'est la comtesse aux pieds nus, c'est la comtesse aux pieds nus. Voilà. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Francis, pour cette évocation. Bah, merci. La vie de Monica Bellucci est un véritable conte de fées. Elle grandit dans un petit village italien. Une première fée se penche sur elle, c'est la prestigieuse agence de modèles Elite. En parallèle de sa carrière internationale pour des grandes maisons de couture, elle prend des cours de théâtre et fait ses débuts à l'écran. Une deuxième fée, Francis Ford Coppola, lui offre un petit rôle dans Dracula. En 1996, elle tourne L'appartement de Jimmy Mooney, au cours duquel elle rencontre son prince charmant, Vincent Cassel. Ils se marièrent, eurent une petite fille et tournent régulièrement ensemble. Mais pas dans son dernier film, Le Concile de Pierre, adapté du best-seller de Jean-Christophe Granger, réalisé par Guillaume Niclot avec Catherine Deneuve. Dis à Lucane. Lucane, c'est joli. Il y a des enfants que l'on croit connaître. Lucane, il faut se lever. J'étais en train de crier cette nuit. Comment ça? Il y a des enfants qui naissent avec un destin insoupçonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est apparue quand? Il y a environ 3 jours. Mais les plus troublants, c'est que nous faisons les mêmes rêves au même moment. J'ai rêvé que j'étais mort. Sur la route, j'ai vu... Quoi? Rien. Me dis pas que tu crois à ça. Pendant son sommeil, mon fils s'est mis à parler un dialecte d'Asie qu'il n'a jamais appris. Ma barre métionnaf. Lucane? Depuis que cette marque est apparue, je vois des choses. Lucane? Il y a forcément une explication. Où est mon fils? Où est mon fils? Le Concile de Pierre. La réalité bouscule parfois toutes nos certitudes. Dans son journal intime, Monica Bellucci nous parle de sa fille au nom de déesse, des mensonges de l'image et de la figure du diable, qui ne serait que celle de l'homme. Quand on fait ce métier, c'est une prise de risque tout le temps, sans arrêt. Et faire du cinéma, je trouve que c'est toujours un grand risque, parce qu'on ne sait jamais ce que c'est un film. Non, on fait un film qui marche pas. Tu ne sais jamais ce qui se passe. Il faut qu'on vive avec. Moi, j'aime bien ça. Pour moi, c'est assez excitant, ça. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Pour ma fille, je ne suis pas une image. Je suis sa mère. Je suis ni une actrice, ni... Je suis juste sa mère. Quand je veux lui parler, je lui parle tête à tête, pas à la télé. J'ai cherché des noms, j'avais plusieurs possibilités. Après, j'ai lu Deva. Ça m'a fait penser à un vieux nom de la Toscane. Et après, j'ai lu, et en effet, c'était un nom indien, ça veut dire créature céleste. Quand on regarde le monde, on voit la famine, la destruction et tout ça. C'est le monde dans lequel va vivre mon enfant et les enfants de tout le monde. Mais en même temps, je crois que si tu fais pas d'enfant parce que tu as peur de ça, c'est vraiment une vision trop noire de l'univers. Tu vois toute la beauté, toute la générosité, toute la chose merveilleuse qu'est un enfant. Ça dépend vraiment comment tu canalises les énergies de l'enfant. Je dois dire qu'après la naissance de ma fille, ce qui me manque un peu, c'est voilà, avoir pas le temps de lire, de voir tous les films que je voyais avant, d'écouter toute la musique que j'écoutais avant, mais en même temps, je trouve qu'elle, c'est les plus beaux livres, la plus belle musique, les plus beaux films. C'est difficile d'être objectif par rapport à soi-même. Alors, ce que je peux dire, italienne, très italienne. À la fin, c'est assez cliché. C'est pas que j'aime tout ce que je vois, mais disons que j'accepte. J'accepte mes défauts.
Je vous assure que les matins quand je me réveille, c'est pas du tout la même image que je vois. Dans le sens que là, j'ai une belle lumière sur le visage, mais le matin quand je me réveille, surtout si j'ai mon bébé et j'ai pas dormi bien, j'ai des cernes jusqu'à là, les cheveux partout, j'ai des journées où j'ai des boutons, voilà. Là, c'est un peu une construction d'image jolie parce qu'on est en train de faire une interview à la télé. Je crois qu'à travers les journaux, à travers les images patinées, retouchées des photos, tu as quand même une image qui est détachée et qui est un peu intouchable, qui n'a rien à voir avec ce qui tu es. En effet, c'est une création des médias. Mais c'est vrai que quand même, l'image peut être falsifiée par rapport à la réalité, c'est sûr. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson. Mais je crois que les couples improbables, ils donnent des créations qui sont toujours inattendues et intéressantes. Parce que c'est pas... Moi, je n'aime pas les mots famille. Quand on me dit « Ah, elle fait partie de la même famille de cinéma », ah, c'est un truc que vraiment je ne peux pas entendre. J'ai l'impression de faire partie d'une secte. Moi, j'aime bien justement les mettre ensemble des univers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est ça où, du coup, tout devient très créatif. C'est pour ça que, quand je pense au Mépris, l'effet de mettre ensemble Bardot et Godard, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouve qu'il y avait un côté insolent. Et Bardot aussi était très insolente, naturellement insolente. Et deux insolences différentes. Godard qui avait une insolence qui venait de son intelligence et de son talent, et Bardot qui était considérée insolente parce que c'était un physique de la sensualité insolente. Et voilà, c'était beau de voir ces insolences de nature différente coexister et créer justement un film comme Le Mépris. Une journée chez le diable. Journée chez le diable. À l'intérieur, on a tous des points obscurs et noirs qui nous font agir dans une manière plutôt qu'une autre. Et je crois que c'est ça plutôt qu'intéressant, la partie cachée. Et je crois que c'est pour ça que la culture est intéressante là-dessus. Les livres, la peinture, la sculpture, le cinéma. Parce qu'en effet, c'est à travers toutes ces choses-là qu'il y a une manière de faire sortir toutes les différentes facettes, même entre guillemets dangereuses de l'être humain. Non, je suis plutôt curieuse du diable. Mais je ne parle pas du diable comme une force maudite qui nous possède. On a, nous, les dieux, les diables. C'est à nous de décider. Moi, j'avais une copine à moi qui m'avait justement dit qu'il avait fait un rêve. Elle faisait l'amour avec les diables. Mais c'était quelque chose de très beau. C'est-à-dire que c'était cet homme qui avait la barbe, qui avait la queue, qui avait les cornes, qui avait les pieds de bouc. Voilà, vraiment un diable qui est arrivé et qui la prenait dans son lit et qu'il volait dans le ciel avec les étoiles et il faisait l'amour avec les diables. Elle était très perturbée par ce rêve. Mais maintenant, si tu analyses bien, les diables, c'est l'homme. Non, c'est l'homme, c'est aussi une figure qui est très érotiquement, ça présente aussi la masculinité en pleine puissance. D'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un, on sent tout de suite si l'énergie passe ou pas. Je crois que l'humain il fait des choses magnifiques et des choses terribles. C'est nous qu'on est comme ça. Nous, on est incroyablement surprenants. Et en même temps, on est incroyablement dangereux et destructeur. Ce soir, notre performance va être assurée par une star du stand-up au Canada, Maxime Martin. Ah bah c'est aucune pression ça, hein. Bah voilà. Maxime Martin, bonsoir. Alors, vous êtes en spectacle pour un one-man show, je dirais un one-man très chaud au théâtre Trévis jusqu'au 31 décembre. Alors j'ai dit chaud, 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 très chaud. On en reparlera, mais il y a une chose qui m'a paru bizarre dans votre biographie. Vous êtes un ex-futur broker en bourse, vous avez fait des études. Oui, hein, comme quoi que la vie, hein, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Ouais, moi, j'étais veston-cravate, et puis je vais travailler à la bourse. Et aujourd'hui, quand je repense à
cette vie que j'aurais eue, mais non, non, moi, je constate que j'ai le plus beau métier au monde. Alors moi, j'aimerais un conseil. Est-ce qu'on... Au boursier, là, est-ce qu'il faut acheter du Maxime Martin en ce moment? Est-ce qu'il est à la hausse? Parce qu'il a eu des fluctuations. Moi, je l'achèterais tout de suite. Ouais. J'achèterais tout de suite parce qu'il est à la hausse. Oui, parce qu'il a été au top 98, et, ça marchait très fort. Un petit peu plus bas en 2003, et là, ça remonte. Ouais, ben, moi, je me suis toujours promis que... Je crois que souvent, l'erreur qu'on fait en humour, c'est lorsqu'on trouve son style, on a peur de changer ou d'essayer des nouveaux trucs. Et moi, je me suis toujours promis que... J'étais pas là pour exploiter mes fans, quoi, de toujours répéter la même formule. Donc, quand tu prends des risques, ben, des fois, tu te trompes un peu. Ouais, voilà, donc... Ça aide à réaligner le tir, quoi. Moi, j'ai aucun regret de cette période-là. Au contraire, ça a été très tremplin. Si moindrement t'es un peu allumé, c'est en général les périodes de ta vie qui t'amènent, mais vraiment plus loin, quoi. Alors, dans votre itinéraire, il y a quelque chose encore aussi de singulier. Vous avez commencé en anglais. Ouais. Yes, voilà. Vous avez commencé votre carrière en anglais. Et vous êtes passé en français. Alors, franchement, vous êtes bien placé pour savoir. Est-ce que l'humour est vraiment radicalement différent anglo-saxon? Et sinon, on essaie toujours de faire l'analyse entre anglophones, francophones, québécoises, françaises. Un bon gag, c'est un bon gag. Ouais. On a tous les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Et moi, la mission du spectacle, pour moi, était de trouver une façon de... J'appelle ça un défoulement collectif. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure un one-man show très, très chaud. Parce qu'après le rappel, bon, ça s'est bien organisé, le spectacle est très, très chaud. Moi, je veux dire, tout simplement, vous connaissez en France Bigard, une référence, voilà. Eh bien, c'est du patronage à côté de vous. Franchement, mais de façon... Mais attendez, vous allez faire peur aux gens, là, mais ils viennent de zapper, là. Au contraire, du patronage. Et ça passe très, très bien. Il n'y a pas une once de vulgarité. Je le dis, j'ai vu. C'est le défi de l'écriture. Choquer pour choquer, c'est facile. C'est la chose la plus facile à faire. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous interpellez le public. Alors, généralement, il y a le papa qui est là avec son fils de 16 ans. Et le papa apprend des choses sur son fils de 16 ans. Ouais. Vous étiez là ce soir-là? Oui. Très drôle. Moi aussi, je m'en souviens, j'étais au premier rang, puis je parlais de masturbation. Mais voici un bon exemple. Quand je demande aux gens, applaudissez si vous êtes quelqu'un qui ne se masturbe pas. Vous étiez là, personne n'applaudit. Ça donne la permission d'en parler, et c'est aussi une façon que le public fait « OK, donc on le fait tous. » Et oui, forcément, comme un gamin de 16 ans qui est à côté de son père et que son père apprend que... Je crois qu'il devait s'en douter aussi, mais bon... Alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est comment vous voyez les Français. Parce que... écoutez, écoute, j'ai préparé un petit sketch là-dessus. Bon, on va peut-être vous écouter. Donc, Maxime Martin va donc vous parler un petit peu de sa façon de découvrir la France. Comment il a vu les Français. Vous allez voir, c'est pas forcément à notre avantage. Maxime Martin. Merci beaucoup, merci. Bonsoir les cousins français. Merci, gentil. Les cousins, bah oui, c'est vrai. Ça va dans les deux sens, hein? Ouais. Non, mais en fait, moi, ça fait 5 semaines que je suis ici à Paris. Et, c'est une ville géniale, vous le savez, quoi. Mais, en fait, j'ai une question pour vous, les Parisiens. Lorsque vous marchez dans la rue et que vous dites « pardon », est-ce que c'est avant ou après avoir poussé les gens? Non, mais moi, ce qui me fait rire aussi, c'est la tension qu'il y a entre les gens. Vous êtes toujours en train de vous crier après, les Français. Vous ne vous aimez pas du tout. Moi, les 2 premières semaines que j'étais ici, je croyais que enfoiré et enculé, c'était des noms de famille. Et même chose, j'étais aux Galeries Lafayette ce week-end et je me suis un peu perdu dans les rayons. Donc, je demande à une femme qui travaille sur place et je lui dis « Pardon, mademoiselle ». Elle me dit « Bonjour ». Je fais « Oui, bonjour, mais ce que je veux dire, c'est... Non, ici en France, on dit bonjour ». Elle me dit « Ouais, au Québec, vous dites pas bonjour ». Je fais « Non, nous, on est trop occupés à sourire. Hein. Vous êtes vraiment fascinants, les Français. La France est le pays d'Europe où ça fume le plus. Vous êtes un des pays où ça picole le plus. Ah oui. Mais soyez-en fiers, au moins. On peut le reconnaître. Ah oui, quand même. Hein? Quand même. Ah non. En plus, vous mettez de la sauce dans tout ce qui bouge dans votre assiette. Et la France est le pays en Europe où l'espérance de vie est la plus grande. Comme quoi, râler tous les jours est bon pour la santé. Ouais. Mais moi, là où je suis surtout curieux, c'est vos élections qui s'en viennent. Hein? Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des favoris? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils savent qui va gagner? Sarko? Ségolène? Ouais. Non, mais non, nous, on veut vraiment le savoir au Québec, parce que depuis... Ah ouais? Ah, j'ai le parti. Femme au pouvoir, ça ferait changement, pourquoi pas? Ben ouais.
Mais vous savez que nous, au Québec, on suit de très près vos élections, hein, surtout depuis le fiasco des dernières. Ouais, la dernière fois, lorsqu'on a appris que Le Pen était passé au deuxième tour, on a tous eu la même réaction. Ouais, on s'est tous dit, merde, il va falloir débarquer une troisième fois. Merci beaucoup, merci de votre écoute, merci. Merci. Maxime Martin, au théâtre de Trévise jusqu'au 31 décembre. Et je vous recommande de rester jusqu'à la fin du spectacle. Maxime Martin, je voudrais vous faire un petit cadeau qui est en référence avec... ça vous dit quelque chose? Vive le Québec libre. Oh, attends, c'est une phrase que je crois qu'on a entendue quelques fois. Ben, voilà, de la part du général de Gaulle. Alors je voudrais vous offrir... Ah bah si, carrément entre cousins. Ben entre cousins, vous offrir... En tout cas, Martin, vraiment... merci beaucoup. Merci pour cette bouffée de fraîcheur que vous nous apportez de tout là-bas, de la belle province, comme on dit. Pour une fois, c'est pas de l'air froid. Non, mais c'est une très belle bouffée. Donc je le répète et je le redis, Maxime Martin au théâtre de Trévise jusqu'au 31 décembre. Allez-y, là on peut applaudir. Voilà, merci pour le cadeau, c'est d'accord. Café Picouli, c'est terminé pour ce soir. Juste après vous retrouver Arnaud Poivre d'Arvor et les dossiers Schaeffer. Ce soir, son invité, c'est le commissaire Broussard qui a traqué Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, pendant des années. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute la semaine Café Picouli sur france5.fr. À vendredi prochain. Bonsoir.